ليس مستغربا. اللي عم بصير 7 اياد بشكل اخر. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. C'est une bonne nouvelle pour les habitants de Jaled Dib. Le Conseil des ministres approuve le plan de construction d'un échangeur 2 ans après le démantèlement du pont de cette localité située au nord de Beyrouth. Nabi Berri estime que le vide présidentiel faciliterait l'ingérence étrangère dans cette élection présidentielle. Le chef du Parlement recevait ce matin en audience l'ambassadeur d'Iran, Ghadhanfar Rokn Abadi. La fin du cauchemar pour les observateurs de l'OSCE en Ukraine. Ils ont été libérés par les miliciens séparatistes dans l'est du pays. Vous le voyez, Kiev lance une nouvelle offensive contre des bastions pro-russes. Et à 116 ans, elle touche sa première retraite. Philomena Tapi, doyenne du Pérou et peut-être de l'humanité, a son secret de longévité, une alimentation naturelle à base de pommes de terre, de fromage, de chèvre et de fèves de son jardin. Plus de 2 ans après le démantèlement du pont de Jaled Dib, c'est une bonne nouvelle pour les habitants de cette localité située au nord de Beyrouth. Le Conseil des ministres a approuvé le plan de construction d'un échangeur. Le développement du projet est actuellement examiné en commission ministérielle. Le coût des travaux ne devrait pas dépasser les 58 millions de dollars. La nouvelle structure devrait faciliter l'entrée et la sortie sur l'autoroute nord au niveau de Jaled Dib. Depuis le démantèlement de l'ancien pont, les habitants de la région ont multiplié les opérations escargot et les manifestations pour exiger une solution aux congestions de trafic qui continuent toujours de paralyser le littoral du Matun, notamment aux heures de pointe. Une autre décision importante prise par le Conseil des ministres, la nomination de 5 administrateurs pour les muhafazat de Beyrouth, Baalbek Hermel, du Mont-Liban, du Liban Nord et du Akkar. Dans une déclaration à l'ouverture du Conseil des ministres, le président Sleiman s'est félicité des progrès enregistrés sur le plan sécuritaire. Il a aussi encouragé l'élection d'un nouveau chef de l'État lors de la prochaine réunion du Parlement mercredi prochain. Le chef de l'État devrait à nouveau s'exprimer sur l'échéance présidentielle lors d'un discours à l'occasion de l'inauguration de la cité sportive Michel Sleiman à Byblos demain. Et puis sachez que le chef de l'État s'est entretenu ce matin avec le ministre des Télécommunications, Boutros Harb, accompagné d'une délégation de spécialistes de l'opérateur de téléphonie fixe Ogero et des représentants des opérateurs de téléphonie mobile. Au cœur des discussions, le développement au Liban de l'Internet mobile haut débit, ainsi que les questions de l'élargissement du réseau au niveau national et de la révision des tarifs. Le chef de l'État s'est ensuite entretenu avec l'ambassadeur du Liban à l'ONU, Nawaf Salam. Les 2 hommes ont notamment évoqué l'aide des Nations Unies au Liban et l'application des résolutions prises lors de la réunion du groupe international de soutien au Liban, notamment en ce qui concerne le dossier des réfugiés syriens. Souvenez-vous, c'était en septembre 2013, une initiative du secrétaire des Nations Unies, Ban Ki-moon. Le président Sleiman s'est enfin entretenu, vous le voyez à l'écran, avec le procureur général près de la Cour de cassation, le juge Samir Hamoud, un entretien axé sur le dossier des journalistes libanais d'Al-Jadid, Karmal Khayat, et du quotidien Al-Akhbar Ibrahim Al-Amin. Les 2 reporters et leurs organes de presse sont accusés d'outrage au tribunal spécial pour le Liban et d'entrave à la justice, et ce pour avoir publié des informations confidentielles sur certains témoins dans l'affaire de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri en février 2005. Ils sont appelés à comparaître devant le TSL le 13 mai prochain. Le Liban se cherche toujours un nouveau président après 2 tentatives au Parlement. Soldé par autant d'échecs, le chef de la Chambre met en garde contre un vide à la magistrature suprême. Dans un entretien accordé à nos confrères d'Al-Akhbar, il estime que le vide faciliterait l'ingérence étrangère dans cette élection. Selon Nabi Berri, qui a reçu en audience ce matin l'ambassadeur d'Iran, Ghadhanfar Rokn Abadi, certaines parties cherchent à encourager cette ingérence. Et le président du Parlement n'entend pas croiser les bras. Si la Chambre des députés échoue une 3e fois à élire un nouveau chef de l'État le 7 mai prochain. J'étudierai toutes mes options, a ainsi déclaré Berri. Je vous rappelle que le mandat du président Sleiman arrive à terme le 25 mai.
La députée de Saïda, Baïa Hariri, a appelé à l'élection d'un nouveau président dans les délais constitutionnels. Un appel lancé lors d'une réunion à son domicile à Majdelioun, au sud Liban, en présence du chef du bloc parlementaire du Courant du Futur, Fouad Signora, et de responsables locaux. Les participants ont souligné l'importance de protéger la présidence de la République, symbole de l'unité nationale. Ils ont ensuite passé en revue les derniers développements au Liban, tant sur le plan économique, politique que sécuritaire. Et avec nous en ligne, Ahmad Fatfat, député du Courant du Futur. Bonsoir, docteur Fatfat. Bonsoir. Se dirige-t-on vers un vide présidentiel comme l'a prévenu le chef du Parlement, Nabi Berri? Moi, je n'ai pas l'impression. Je crois que nous sommes devant 3 semaines très importantes avant la date fatidique du 25 mai. Et nous sommes devant notre responsabilité. Je crois qu'il y a une partie politique, c'est le 8 mars, qui essaye de fuir ses responsabilités pour le moment, qui essaye de saboter les élections présidentielles pour essayer d'imposer ses choix. Mais je crois que tout le monde devra se soumettre d'ici peu à l'échéance constitutionnelle. Et je pense que les événements qui ont permis que le Liban puisse sortir ces 2 derniers mois de tensions très difficiles et surtout tant sur le plan politique avec la constitution du gouvernement que sur le plan sécuritaire avec ce qui s'est passé à Tripoli et dans l'ABK, tout ça impose qu'il y ait un président le 25 mai à défaut de tout perdre. Donc moi je reste optimiste et je crois qu'on pourra élire un président avant le 25 mai. Et est-ce que le chef des forces libanaises, Samir Jarjar, sera votre candidat jusqu'au bout? Bien sûr, nous avons un candidat actuellement. C'est un candidat, ce n'est pas seulement le candidat du Courant du Futur, c'est le candidat du 14 mars. Le 14 mars prendra toutes ces décisions ensemble, comme nous avons fait jusqu'à maintenant. Et cette décision sera prise après consultation de l'ensemble du 14 mars et bien sûr des forces libanaises. Donc ce choix est possible et un autre choix est encore possible. Lequel? Mais ça revient au groupe du 14 mars ensemble de décider. Est-ce que vous aurez un nom, docteur Fatfat? Non, bien sûr que non. C'est le groupe du 14 mars qui désignera éventuellement s'il y a un autre nom, et, tout en gardant la possibilité de continuer la bataille avec le docteur Samir Jarjar. C'est aussi une possibilité politique qui est prévisible. Est-ce qu'un candidat du 14 mars devrait éventuellement être proche, ou en tout cas des idées du camp du 8 mars pour qu'il obtienne notamment le vote de ses députés au Parlement? Je ne crois pas qu'il y a un député du 14 mars qui est proche des idées de 8 mars, parce que sinon il aurait été ailleurs. Donc il ne s'agit pas d'une question d'idées politiques. Donc vous écartez la possibilité d'un président consensuel, un candidat de confrontation? Non, je ne parle pas d'un candidat de confrontation. On peut être un candidat, disons, présidentiel et présidentiable dans le sens d'essayer de gérer le pays et de la Constitution dans cette période sans être consensuel dans le sens où accepter les idées de tous les camps politiques. Je crois que le président Sleiman a été un excellent président sans être du 14 ou du 8 mars. Donc il n'est pas nécessaire d'opter les positions d'un ou l'autre, mais il faut qu'il y ait un minimum et pas comme certains qui prétendent être à égale distance des deux côtés, comme le fait le général Aoun. En fait, il est tout à fait du camp du 8 mars avec toutes les actions politiques qu'il a menées, spécialement dans les 2 dernières semaines. Donc il faut une attitude tout à fait différente pour qu'un président ou un candidat soit accepté comme éventuellement éligible dans le sens consensuel. Mais je crois qu'un candidat aussi très net sur le plan politique n'est pas une perte pour le Liban. Au contraire, ça peut être de tout bénéfice. Vous évoquiez notamment le cas de l'élection du président Sleiman. À votre avis, le nouveau président aura-t-il besoin également d'un parrainage régional pour accéder au palais de Barabda? Parrainage, peut-être c'est trop dire, mais il faut reconnaître que tout ce qui s'est passé dans le pays, comme j'ai expliqué dans les 2 derniers mois, tant sur le plan gouvernemental, la chute des vétos, la composition du gouvernement, le vote de la confiance, et tout par la suite, la déclaration gouvernementale et toute la réussite sur le plan sécuritaire, je crois que ça n'a pas été l'apanage des Libanais seuls. Il y a manifestement un consensus régional et international pour que le Liban reste vraiment à l'écart de ce qui se passe en Syrie, autant que faire se peut. Et dans ce sens, il y a toujours un parrainage
de sauvegarde. Il y a une sorte de parrainage de sauvegarde et pas Oui. nécessairement un parrainage en imposant un nom quelconque. L'ambassadeur américain devrait rencontrer son homologue, en tout cas saoudien, à Riyad. Est-ce qu'on s'attend à de nouveaux développements, notamment à l'issue de cet entretien? Je ne sais pas, je ne peux pas dire que c'est lié à ces réunions. C'est lié surtout au fait que les Libanais doivent se rendre compte, Oui. qu'ils doivent prendre la responsabilité eux-mêmes, que toute fuite de responsabilité et que tout essayage encore toute nouvelle tentative de saboter l'élection au président risque de nous mener au vide le 25. Et c'est une responsabilité que prennent ceux qui refusent de jouer le jeu démocratique tel qu'il se fait dans tous les pays du monde. Ahmad Fatfat, député du Courant du Futur, merci pour votre intervention dans le 1640. Merci. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Un premier cas de coronavirus MERS enregistré aux États-Unis. Retour sur le plateau de l'info. L'armée ukrainienne a lancé ce samedi une nouvelle offensive contre des bastions pro-russes à Kramatorsk dans l'est du pays. De violents combats avaient encore lieu à la mi-journée. Le chef du centre antiterroriste ukrainien parle d'une situation de guerre. Dans la matinée, on a appris la libération des observateurs de l'OSCE retenus par les séparatistes de Sloviansk. Ils étaient retenus depuis une semaine dans ce bastion pro-russe et accusés d'espionnage. Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, a salué leur libération. Il a aussi appelé à la désescalade de la violence sur le terrain, à la préparation de l'élection présidentielle du 25 mai et à la réforme constitutionnelle. D'où vient le coronavirus MERS et par quelle voie affecte-t-il l'homme? S'il comporte encore de nombreux inconnus, ce virus continue de frapper. C'est le cousin du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, qui avait fait près de 800 morts dans le monde en 2003. Un premier cas du coronavirus MERS a été détecté aux États-Unis chez un homme qui s'était rendu en Arabie Saoudite, où le syndrome respiratoire du Moyen-Orient a déjà causé la mort de plus de 100 personnes. Pour l'instant, il n'existe pas de vaccin contre le virus, ni d'antibiotiques ou de traitement adapté. La piste de la transmission du coronavirus MERS par les dromadaires chemine. Des chercheurs de l'université vétérinaire de Vienne ont établi vendredi que des virus MERS relevés chez des dromadaires d'Oman étaient très proches de ceux ayant infecté l'homme. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, victoire judiciaire en demi-teinte pour Apple dans son bras de fer avec Samsung. Le géant sud-coréen de la téléphonie mobile a été reconnu coupable par un tribunal américain de violation de 2 brevets de son concurrent américain. Samsung devra, lui, verser une amende de près de 120 millions de dollars, une compensation très inférieure à ce que réclamait la firme à la pomme. Visite surprise de John Kerry à Djouba pour sa première tournée africaine. Une visite consacrée en grande partie à la crise qui secoue depuis le 15 décembre dernier le Sud-Soudan. Le chef de la diplomatie américaine a appelé les belligérants à respecter le cessez-le-feu, arrêter les massacres de civils et à dialoguer. Kerry a surtout décroché un entretien entre le président Kiir et le chef des rebelles, Riek Machar. Ce pourrait être chose faite dès la semaine prochaine. En Afghanistan, très lourd bilan humain après un glissement de terrain qui a dévasté le village de Hab, Barik et d'autres localités alentours dans le nord-est du pays. Les autorités locales évoquent un bilan particulièrement dramatique, au moins 350 morts. Selon l'ONU, plus de 2000 autres seraient toujours ensevelis sous la boue. Le glissement de terrain survenu vendredi a été lui-même provoqué par des pluies torrentielles qui touchent cette région montagneuse de l'Afghanistan. Je vous le disais en titre, à 116 ans, Philomena Tapi, qui vit dans un hameau au cœur de la Cordillère des Andes, est la doyenne du Pérou et peut-être de l'humanité. Elle vient de toucher sa première retraite. C'est ce qu'ont indiqué donc les autorités péruviennes. Cette centenaire, née le 20 décembre 1897, pourra désormais recevoir des soins médicaux gratuits et une pension mensuelle de quelques 65 $. Mon secret de longévité, c'est l'alimentation naturelle à base de pommes de terre, de viande, de lait, de fromage de chèvre et de fèves. Tout ce que je cuisine vient de mon jardin. Je n'ai jamais mangé de conserve ni bu de boissons gazeuses, confie la vieille dame qui n'a jamais quitté son village de Pocuto dans la province de Huancavelica dans l'est du Pérou. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres.
une bonne nouvelle pour les habitants de Jaled Dib. Le Conseil des ministres approuve le plan de construction d'un échangeur 2 ans après le démantèlement du pont de cette localité située au nord de Beyrouth. Nabi Berri estime que le vide présidentiel faciliterait l'ingérence étrangère dans cette élection présidentielle. Le chef du Parlement recevait ce matin en audience l'ambassadeur d'Iran, Ghadhanfar Rokn Abadi. Fin du cauchemar pour les observateurs de l'OSCE en Ukraine. Ils ont été libérés par les miliciens séparatistes. Dans l'est du pays, Kiev lance une nouvelle offensive contre des bastions pro-russes. Et à 116 ans, elle touche sa première retraite. Philomena Tapi, doyenne du Pérou et peut-être de l'humanité, a son secret de longévité, une alimentation naturelle à base de pommes de terre, de fromage de chèvre et de fèves de son jardin. Et ça peut être très délicieux. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et très bon week-end. الغياب ليس مستغربا. لا استقبل اللي عم بصير 7 اياد بشكل اخر.